Peut-on parler d'un scénario à la géorgienne en Ukraine? Il faut dire qu'il y a comme un air de déjà-vu. Souvenez-vous, en 2008, la Géorgie, sous la présidence de Mikhail Saakachvili, souhaite se rapprocher de l'Europe, demande son adhésion à l'OTAN. La Géorgie qui lance une attaque ensuite contre l'Ossétie après une série d'accrochages frontaliers. Vladimir Poutine décide alors d'envoyer des troupes pour défendre la population russophone contre des actes fascistes. Ce sont les mots qu'il emploie. Alors cette crise géorgienne, vous l'avez suivie de près, Salomé Zourabichvili. Bonjour. Bonjour. Vous avez été chef de la diplomatie géorgienne de 2004 à 2005. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi en ligne avec Joachim Bitterlich. Vous êtes un ancien conseiller diplomatique du chancelier allemand Helmut Kohl. Merci, bonsoir. Bonsoir madame. Alors première question à vous, Salomé Zourabichvili. Cette comparaison, cette ère de déjà-vu, est-ce que vous êtes d'accord entre la Géorgie et donc l'Ukraine? Alors évidemment, la comparaison, elle vient tout de suite à l'esprit et je dirais même qu'elle est poussée un petit peu par Vladimir Poutine. La comparaison, elle est là dans le fracas des armes, les exercices militaires, la grande gesticulation, l'utilisation des Russes. Vous avez signalé les mêmes mots, la défense des intérêts russes. Ils avaient distribué d'abord des passeports à des gens qui n'étaient pas du tout russes. C'est ce qu'on appelait la passeportisation, pour après dire on va défendre les minorités russes qui ne sont pas russes, qui sont ossètes, donc en Ossétie. Donc il y a tout ça qui est commun. Il y a l'utilisation des tanks. On fait rouler des tanks un peu partout alors qu'il n'y a aucun besoin pour envahir la Géorgie ou pour la Crimée. Évidemment, c'est pour frapper les esprits. C'est pour revenir, pour tout ce qui est l'ancien monde soviétique, c'est revenir à cette grande époque des interventions militaires de l'armée soviétique. Et pour tous ceux qui habitent dans cet espace-là, c'est très parlant. Alors, Joachim, donc, il y a beaucoup de choses en commun, mais il y a des grandes différences. D'accord, on va revenir peut-être sur les différences. On va demander à Joachim Bitterlich son avis. Vous aussi, cette comparaison vous est venue à l'esprit? Non, je vous dis franchement non, parce que j'ai jamais essayé de comparer l'Ukraine, la Géorgie à l'Ukraine. L'Ukraine a, pour moi, et Salomé Zourabichvili va me pardonner, j'espère, l'Ukraine a une autre signification profonde pour la Russie, par son histoire, par tout le développement du passé. Je vais aller aussi loin de dire, au fond, les Russes n'ont jamais vraiment reconnu dans leur cœur l'indépendance de l'Ukraine. Kiev est toujours là, pour eux, une des grandes capitales de la Russie du Moyen-Âge, la première capitale d'ailleurs. L'Ukraine est toujours pour eux, du moins, un peuple frère, du moins. J'irai même plus loin. Évidemment, la tactique est un petit peu comparable, s'il en veut, comme on l'a vécu dans le cas de la Géorgie, mais je pense pas qu'il est utile d'approfondir ce sujet-là, parce que ce que j'appelle, il y a des parts et d'autres dans ce conflit. Lorsque vous regardez de près ce qui s'est passé en Ukraine, j'avoue que je suis assez choqué par le fait que l'Union européenne a fait fausse piste pendant des mois et qu'elle a dû retrouver, je dirais, un virage de dernière minute, quelque part, par cette troïka atypique qui est allée à Kiev. Par les ministres des Affaires étrangères de la Pologne, de la France et de l'Allemagne, et par le contact permanent téléphonique entre Mme Merkel et M. Poutine. Mais ce qui est frappant d'ailleurs, un raté profond de la politique étrangère ou européenne ou de voisinage de l'Union européenne. C'est ça ce qui me choque. Oui, effectivement, c'est ce qui frappe. Et c'est vrai qu'Angela Merkel semble la seule aujourd'hui à pouvoir dialoguer avec Vladimir Poutine. Est-ce que c'est juste une question de culturelle ou c'est vraiment pourquoi c'est l'Allemagne qui est en pointe? La relation de l'Allemagne avec la Russie est une autre relation que les autres pays de l'Union européenne ont avec ce voisin, avec ses grands voisins à l'Est. Où il y a une continuité de relations entre Allemands et les Russes. Et ça, j'en ai profité, j'ai vécu avec cela dans les années 90, en tant que conseiller national de sécurité du chancelier, par des contacts permanents, réguliers, avec mes collègues à Moscou. C'était normal pour nous. Et pour le chancelier, pareil. Et ça a eu une continuité depuis lors avec le chancelier Schröder et ensuite avec Mme Merkel. C'est tout à fait normal pour les Allemands. Alors, de l'autre côté,
où Zouabachvili a raison, les Russes appliquent quelque part, partout, la même tactique, s'il en veut. Une stratégie quelque part comparable. Même de nouveau, si la Crimée, c'est un autre cas, de nouveau. Alors, si vous voulez bien, on va justement demander à Salomé Zouabachvili de nous préciser, parce que vous aussi, vous trouvez qu'il y a des différences, juste pour revenir sur ces différences entre le cas ukrainien et le cas géorgien. Oui, il y a toutes les différences, quoique je ne suis pas absolument d'accord sur le début, qui était de dire que, et certes, l'Ukraine est quelque chose de tout à fait différent pour la Russie et de beaucoup plus proche culturellement et existentiellement vous aviez que dit que c'était l'Ossétie, l'Abkhazie, était l'Alsace et la Lorraine de la Russie. De la Géorgie. De la Géorgie, oui, pardon. Et de la Géorgie, oui. Non, pour la Russie, c'est loin et c'était très proche parce que c'était un petit peu la Côte d'Azur pour la Russie, donc il y avait des attachements autres. Mais il reste que l'Ukraine est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus proche. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est que la Russie, en réalité, jusqu'à présent, n'a accepté aucune des cessions de territoire. Aucune des frontières, la frontière avec la Géorgie jusqu'à ce jour, même après les indépendances que la Russie a reconnues avec ces deux territoires, il n'y a pas de frontière reconnue. Donc tout ça, ce sont des indépendances tolérées, mais pas digérées. On voit que la différence, effectivement, c'est que la Russie a reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud, alors que là, elle veut accepter le fait que l'Ukraine, la Crimée, retourne dans le giron de la Fédération russe. Donc, c'est des statuts totalement différents. C'est des statuts différents, mais le référendum qui va se tenir sous les armes, c'est quand même quelque chose de très particulier. Et les Européens, pour le moment, n'obtiennent rien. Ils n'ont pas obtenu, ils n'ont pas su, et là je suis d'accord, ils n'ont pas su avoir le dialogue avec la Russie sur l'espace post-soviétique qui est ni européen, ni encore ni russe, ni post-russe, et que la Russie doit accepter ou qu'elle doit accepter de renoncer. Et ça, c'était le rôle de l'Union européenne, moyennant un dialogue, moyennant la prise en compte de certains intérêts russes. Et ça fait 20 ans que ça dure, et 20 ans que l'Union européenne n'a pas su mener ce dialogue, et que la Russie, encore une fois, ne renonce pas de renoncer. Voilà, et justement, alors Joachim Bitterlich, on voit mal comment l'Union européenne, vous l'avez rappelé, a du mal à se faire entendre, et on sent que la Russie n'a pas du tout l'intention de céder. Alors est-ce que c'est du bluff? Jusqu'où ça peut aller? Quels sont les moyens de pression de l'Union européenne? On n'a pas eu de problème avec les Russes, parce qu'on n'a pas posé la question ni adhésion à l'Union européenne, ni OTAN. Et là est la clé pour les Russes, quelque part. Parce que les Russes, pour eux, le départ de la Pologne dans notre camp, le départ des Pays-Baltes dans notre camp, d'abord l'Union européenne, ou bien l'OTAN d'abord, ensuite l'Union européenne, pour eux, toute cette zone de protection dans leur paranoïa, tout d'un coup manque. Et du coup, pour eux, l'Ukraine a une importance, je dirais, exagérée. Et ce qui est intéressant, le conflit a commencé finalement à partir du moment où certains ont commencé à rêver d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassurer la Russie? À ce moment-là, le ton a monté. Et pour les Russes, pour beaucoup, l'adhésion à l'Union européenne, lorsqu'on en parle, c'est pratiquement aussi l'adhésion à l'OTAN. Mais alors quelles sont les clés? Parce que là, c'était pas quand même l'enjeu. C'est pas l'enjeu affiché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rassurer? Donc si je vous suis, la Russie, Vladimir Poutine, pour rassurer sur la place de l'Ukraine. Dans les années 90, et je pense que c'est toujours valable, il fallait négocier directement avec les Russes, d'abord une relation entre l'Union européenne et la Russie et ce que j'appelle ses amis, et obtenir, par exemple, pour l'Ukraine, un statut je dirais comme l'Autriche, un statut de neutre, un pays qui puisse engager des accords de coopération très étroits, même financiers, avec l'Union européenne, et qui puisse avoir en même temps une relation étroite avec la Russie. Ce que les Bruxellois ont malheureusement totalement oublié, c'est de regarder si leur approche d'un accord d'association était compatible avec ce que les Russes sont en train de bâtir avec leurs voisins en matière d'union douanière. Et ça, malheureusement, les Bruxellois n'ont pas, à mon avis, ils n'ont pas politiquement compris. Je ne vais pas aussi loin de dire ce
parce que certains m'indiquent, ah oui, les trois grands ont abdiqué pendant un certain temps, n'ont pas regardé de près ce que Bruxelles faisait, et ils n'ont pas remarqué que Bruxelles allait faire des bêtises profondes. Alors, Salomé Zourabichvili, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que vous pensez qu'on peut... Je pense que le jeu à somme nulle est une chose très négative pour tout le monde et pour tous les voisins de la Russie, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et que pour dialoguer, il faut être deux. Or, il est clair que la Russie a cessé de dialoguer, elle n'est pas prête au dialogue, elle est prête simplement à recevoir des concessions. L'Europe ne sait dialoguer qu'en faisant des concessions. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Il y a un moment où il faut montrer où est la ligne rouge à ne pas dépasser, parce qu'avec la Russie, comment la montrer? Avec des sanctions. Il y a des sanctions financières possibles. Moi, je m'occupe aujourd'hui des sanctions contre l'Iran, et on a vu que ces sanctions ont un certain effet. Elles sont pas seules à déterminer les décisions et les comportements, mais elles finissent par avoir un certain effet. Et puis le gaz. Moi, j'étais parmi au sein du ministère des Affaires étrangères français il y a très longtemps, il y a 30 ans, quand on discutait les contrats de gaz avec la Russie, j'étais contre aller au-delà d'un certain pourcentage. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit le résultat. Donc la solution, c'est le gaz de schiste. C'est l'indépendance. Alors ça, la dépendance, mais on n'en est pas encore là, justement. On n'en est pas là, mais il y a un moment où il faut cesser d'être dépendant, et le printemps arrive. Il faut montrer qu'on peut avoir certains passer par des sacrifices. L'Europe sans sacrifice, l'Europe égoïste, c'est celle qui aujourd'hui perd du terrain chez les Européens tous les jours. Mais le problème, c'est qu'on est très interdépendants entre l'Union européenne et la Russie. Mais l'idée européenne mérite des sacrifices quelquefois. Alors les sacrifices, Joachim Bitterlich, ça sera votre... Je ne suis pas du tout convaincu des sanctions, surtout des sanctions économiques. L'Iran est un cas tout à fait différent, c'est autre chose, je regrette. Et lorsque je regarde de près, le gaz... c'est vrai, il y a certains États de l'Europe du centre et du sud-est qui dépendent totalement du gaz russe, c'est vrai. Malheureusement, nous n'avons pas bâti pour ces pays assez d'alternatives. L'Allemagne n'est pas le problème à cet égard, parce que l'Allemagne a assez de possibilités de diversification et n'a jamais eu de problème avec les Russes. Mais le vrai problème et le cœur du problème est Londres. Londres... si vous voulez, les seules sanctions ciblées qui puissent aider, ce sont des sanctions financières contre des personnes. Et là, ce sont les seules qui peuvent aider quelque part. Eh bien, nous verrons ça dans les jours à venir. Merci Joachim Bitterlich, nous verrons ça dans les jours à venir. Merci. Effectivement, quelques oligarques à Londres pourraient rentrer chez eux. Voilà, écoutez, on verra si Londres prend ses décisions ou pas. Merci à vous aussi, Salomé Zourabichvili, d'avoir accepté notre invitation pour ce grand angle.